Je vais essayer de vous parler un peu des choses que je fais, mais je vais passer un temps assez long à décrire un peu plus généralement ce que peut être l'analyse appliquée telle que je la pratique, et en fait un temps assez court à décrire vraiment ce que je fais. Okay. Alors j'espère que ça ne va pas être trop flou, mais donc je vais passer un temps à discuter un peu la nature de ce que je peux faire, et en plusieurs étapes. Donc la première, telle que je la pense moi, ça consiste à prendre le monde réel et à le mettre en équation. Okay, donc je décris ces étapes. Ces étapes sont pas toujours réalisées par des mathématiciens, mais elles impliquent des mathématiques et possiblement des mathématiciens. Donc ça dépend un peu des contextes. Et là, ce que j'entends par là, c'est vraiment le fait que vous avez un problème concret, et si vous voulez pouvoir en dire quelque chose, quelque chose de quantitatif, avec des prévisions que vous allez pouvoir utiliser sur des situations que vous n'avez pas encore observées, il vous faut être capable d'écrire des équations. Et donc c'est ça que j'entends par modélisation. Et alors comment on peut faire ces choses-là? Donc il y a différentes manières de faire, en sachant que la pierre de touche, c'est vraiment qu'une fois qu'on a ces équations et qu'on a réalisé toutes les étapes, il faut les reconfronter aux expériences. Et donc c'est vraiment ça qui fera que le modèle est bon ou pas, ça sera à quel point il peut prédire ou pas la réalité. Et donc malgré tout, il faut être capable d'écrire des modèles avant de faire ça. Il y a différentes manières de faire ça. Peut-être la plus satisfaisante pour des théoriciens, c'est de partir de premiers principes. Donc penser au principe de moindre action quand on a un peu une énergie sous la main. Donc c'est peut-être le plus commode pour les mathématiciens, c'est de partir déjà d'un modèle. Donc si on a un modèle très complet et qu'on veut réduire dans certaines situations, donc là c'est parfait, il n'y a pas de réalité. On part d'un modèle, on arrive à un autre modèle et on peut rester complètement dans le domaine des mathématiques. Donc ça c'est une manière de faire. Peut-être une dernière manière de faire, et on ne coupe pas cette dernière manière si on veut faire des choses vraiment appliquées. Ça consiste à prévoir une forme mais dans laquelle il y a beaucoup de paramètres. Et ensuite on cale les paramètres avec les expériences. Alors évidemment, donc elle cale parfaitement avec les expériences sur lesquelles on cale, mais il faut qu'elle soit encore bonne sur d'autres expériences qu'on ferait plus tard. Okay, donc ça, pour le coup, il y a un côté un peu bidouillage, mais on n'y coupe pas si on veut aller vers des applications vraiment concrètes. Alors je donne un exemple historique, disons, à la fois historique pour ce qui est de la prédiction des sciences en général, mais aussi historique pour ce qui est du développement de l'analyse, qui sont juste les équations de Newton. Donc que disent les équations de Newton pour la mécanique du point? C'est que vous suivez la position d'un point, que vous appelez x, sa position, vous dites que sa dérivée, vous appelez ça la vitesse, et puis la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Et ensuite, la seule équation, c'est que la masse fois l'accélération, c'est la somme des forces. Donc ensuite, la partie modélisation pratique, elle consiste à décrire les forces, ce que je ne vais pas faire maintenant. Mais ça vous donne des équations mathématiques. Et en fait, si on y réfléchit un peu, c'est pas si clair que ça suffise à soutenir le déterminisme. Okay, donc c'est une contrainte en chaque point entre disons, l'accélération et les autres quantités, mais c'est pas évident qu'en fait ça vous donne la trajectoire. C'est vrai, hein, mais les mathématiques qui sont impliquées là-dedans sont pas complètement triviales. Donc je ne vais pas les décrire, hein, mais elles sont pas complètement vides. Donc ça c'était pour une première étape. Ensuite il y a une deuxième étape qui, une fois qu'on a les modèles, d'un certain point de vue on peut oublier la réalité. La question c'est que disent exactement les modèles. En sachant qu'on a besoin de savoir ça pour pouvoir ensuite confronter aux expériences. Okay, donc on a des équations, qu'est-ce qu'elles disent? Et ça non plus c'est pas complètement évident. Alors une première chose qu'on peut se demander, qui est un peu fondamentale, c'est est-ce que les équations ont une solution? Est-ce que cette solution est unique? Et puis si on veut que ça soit compatible avec les expériences, il faut aussi qu'on puisse garantir que pour réaliser un degré d'observation fixé, on n'ait pas besoin d'une précision infinie sur les données. Okay, il faut qu'on puisse garantir qu'il suffit d'une précision finie, fixée sur les données pour pouvoir réaliser, observer des choses. Okay. C'est ce qu'on appelle la stabilité. Alors ça peut paraître pas complètement passionnant, hein, parce que là pour le coup, il s'agit juste de montrer que les solutions existent, c'est pas très qualitatif. Il y a des informations un peu qualitatives qui sont cachées là-dedans, qui sont le fait que en fait, le modèle peut prédire que les solutions arrêtent d'exister. Okay, donc vous pouvez avoir un modèle qui contient le Big Bang ou quelque chose comme ça, ou qui contient la fin de sa validité. C'est peut-être un peu plus qualitatif. Et une autre chose peut-être, c'est que l'un des deux problèmes historiques des mathématiques ouverts est une question de cet ordre-là pour les équations de Navier-Stokes, qui sont des équations de la mécanique des fluides. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant du point de vue des applications, c'est essayer de décrire ce que dit le modèle du point de vue qualitatif sur les solutions. Donc typiquement,
S'il y a plusieurs parties dans la solution, quel type d'échange elles ont entre elles, quand on attend assez longtemps, quel genre de choses on va observer. Est-ce qu'on voit des équilibres, des ondes, des fronts, des chocs. Okay. Donc ça c'est une information qui intéresse plus fortement directement les autres sciences. Et toujours pour donner un exemple un peu illustratif, la démonstration de l'amortissement Landau par Clément Mouot et Cédric Villani entre dans cette catégorie-là. Okay, bon, je parle de ça parce que c'est l'un des résultats qui a conduit au fait que l'on donne la médaille Fields à Cédric Villani, il n'y a pas si longtemps. Okay. Je vais encore donner un exemple élémentaire, plus élémentaire encore, hein, c'est que si jamais vous regardez les équations de Newton pour un point qui tombe verticalement, dans un champ de gravité constant, alors là les équations sont explicites, relativement simples, et elles vous disent effectivement que si vous connaissez la position et la vitesse à un certain temps t0, vous allez pouvoir prédire complètement ce qui se passe en avant et en arrière, et pour le coup c'est pas difficile. En fait, dans ce cas-là, on peut résoudre explicitement, et on peut lire des informations qualitatives dessus. Typiquement, l'équation vous prédit que vous arrivez depuis l'infini vers le bas, vous montez et vous redescendez vers l'infini vers le bas. Évidemment, la réalité n'est pas comme ça, mais c'est ce que dit le modèle. Donc c'est juste que votre modèle ne contient pas le fait qu'à un moment ou un autre, le truc a été lancé ou jeté, il ne contient pas le fait qu'il puisse y avoir un sol, il ne contient pas le fait que en fait, la gravité n'est pas tout à fait constante quand on se déplace beaucoup, et des choses comme ça. Okay. Mais il contient le fait que, de fait, il va arrêter d'être vrai au bout d'un moment. Okay. Alors quand on voit ça, ça peut donner une idée assez fausse de ce qui se passe vraiment. En particulier, on peut avoir l'impression, et quand on résout les exercices de physique, les premiers, on peut avoir l'impression aussi que toutes les équations, on va pouvoir les résoudre à la main si on est assez malin. Et en fait, c'est pas vrai du tout, c'est exactement le contraire qui est vrai. Il n'y a à peu près aucune équation qu'on peut vraiment résoudre. Et alors quand je dis qu'on peut vraiment résoudre, c'est-à-dire que c'est pas juste qu'on n'est pas assez malin, hein, c'est qu'on peut vraiment pas les résoudre, ni nous, ni un ordinateur. Il y a des théorèmes qui démontrent des choses comme ça, et donc il faut faire autre chose. Alors on peut avoir l'impression qu'il suffit de le donner à un ordinateur et que lui va y arriver, hein, mais c'est pas vrai. Okay, qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire, c'est vrai que si vous donnez à un ordinateur une équation, maintenant il est capable de vous rendre une solution. Mais ce qui vous rend vraiment, c'est pas une solution de l'équation que vous lui avez donnée. Parce que ça, il peut pas faire ça. Donc ce qu'on fait à la place de ça, c'est remplacer le problème qu'on peut pas résoudre par un problème qu'on sait résoudre et dont on pense qu'il est proche. Et en fait, pas un seul problème, mais en fait, on a une famille de problèmes approchés sous la main qu'on sait résoudre, et on résout un de ceux-là. Bon, ça veut dire qu'a priori, il faudrait faire le travail que j'ai dit précédemment sur la famille de problèmes approchés, c'est-à-dire de nouveau montrer qu'ils existent une solution pour chacun des éléments de cette famille de problèmes, que c'est unique, que c'est stable, et maintenant uniformément par rapport à ce qui se passe. Et par ailleurs, il faudrait montrer que les familles approchées sont bien des approximations du problème de départ. Et c'est ça qu'on a mis dans les ordinateurs. Okay, donc même si on ne le voit pas quand on utilise des boîtes noires, l'ordinateur fait ça. Donc je vais donner un exemple, je suis désolé, là, pour le coup ça va être un tout petit peu plus technique, mais ça va être fini ensuite. Je reviens encore sur les équations de Newton. Donc typiquement les équations de Newton, là, les ordinateurs, c'est pas les résoudre pour de vrai. Okay, donc, alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? L'une des premières choses l'un des premiers obstacles pour l'ordinateur, c'est que pour lui, tout est discret, donc le temps doit être discret. Nous, on vit dans un monde continu, mais lui vit dans un monde discret, et donc il faut commencer par discrétiser. Donc un moyen simple de faire ça, hein, c'est juste vous découper le temps avec des pas de temps, et puis vous regardez juste ces temps discrets. Et évidemment, une fois que vous avez fait ça, la dérivée, ça n'a plus aucun sens. Okay, c'est un processus continu, la vitesse instantanée, ça n'a plus aucun sens. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer votre notion de vitesse instantanée par, vous prenez votre position, vous regardez la position au temps suivant, vous faites la différence entre les deux et vous divisez par le temps. Et ça vous donne quelque chose qui est proche d'être une vitesse instantanée. Okay. Alors quand on fait ça, on arrive sur un système qui est plutôt comme ça. Donc ça c'est purement algébrique, on sait le résoudre à la main, l'ordinateur sait le résoudre à la main. Le cas particulier, c'est ce qu'on appelle un schéma d'Euler, et donc Euler savait le résoudre à la main aussi. Okay. Et ce qu'on espère, c'est que ce système approché donne des solutions à des temps discrets qui sont proches d'être les solutions au temps discret du modèle continu. Okay. Donc les notations sont un peu lourdes, mais je vais arrêter ça. Je vais plutôt résumer ce que je viens de dire là. Donc ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est 3 types d'activités. Une première qui est la modélisation, à proprement parler, qui consiste à prendre un vrai problème et à l'écrire avec des mathématiques. Évidemment, il peut déjà y avoir un problème là-dedans, hein, mais... Okay.
Ensuite, la deuxième étape, c'est une fois qu'on a les modèles, essayer de voir ce qu'ils disent vraiment. Et la troisième, c'est si on veut faire des prédictions vraiment quantitatives, il faut résoudre les équations, quel que soit le point de départ. Et ça, il faut faire des erreurs quelque part pour construire des schémas numériques pour arriver à ça. Okay. Donc là, c'est un peu le schéma global. Maintenant, je vais essayer de vous donner une idée de ce que moi je peux faire qui s'inscrit dans ce cadre-là. En quelques mots, donc cette fois-ci, ça sera moins précis par la force des choses. Donc là, ce que vous voyez là, à gauche, ce sont des vraies images de courants océaniques. Et l'une des choses que je veux pointer, c'est qu'on voit assez... donc il y a beaucoup de choses qu'on voit sur les images, mais entre autres choses, on voit beaucoup de structures un peu circulaires qui tournent, des tourbillons. Et ça, c'est une propriété de tous les fluides qui sont essentiellement des fluides plans, c'est-à-dire que leur épaisseur est beaucoup plus petite que leur largeur ou leur longueur. Et ce que vous voyez à droite, c'est une expérience où on a coloré 2 tourbillons pour les voir se fusionner. Et en fait, ce qui est vrai, c'est que si vous prenez tout plein de tourbillons ou un peu n'importe quoi, donc quand vous êtes essentiellement plan, ça se recombine pour former un seul grand tourbillon. Okay, donc ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on peut simuler, et pour le coup, il y a des théorèmes qui démontrent ce genre de mécanisme. Donc si on prend une équation, cette fois-ci un fluide, pour lequel il n'y a pas de bord, et puis pas de forçage, vous l'agitez un peu au début, vous regardez ce qu'il fait, il finit par former un seul grand tourbillon. Et ça, on peut le démontrer à partir du modèle qui modélise ça. Okay. Bon, il se trouve que j'ai effectué ma thèse sur ces sujets-là pour étendre un peu le type de résultat en question. Donc, je vais donner un autre exemple, toujours dans le côté analyse de modèle plutôt. Donc cette fois-ci, ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est on a une pente et puis il y a un fluide qui s'écoule le long de la pente en couche mince. Et donc ce qu'on peut voir par les rues pentues, si vous habitez une ville pluvieuse, c'est que si la pente n'est pas trop grande, ça s'écoule avec une surface plate. Mais si la pente commence à être plus grande, on voit des choses comme ça. On voit des fronts qui se forment et qui descendent de manière à peu près périodique. Et si la pente est encore plus grande, alors on voit plutôt des formes de quadrillage qui descendent aussi de manière périodique. Et ensuite, si c'est encore plus fort, là plutôt ça ressemble à des torrents, du chaos, donc des trucs moins cohérents. On peut voir ça aussi dans les expériences. Okay, donc ça, c'est une expérience pour le coup. Donc c'est plus net sur une expérience, c'est à ça que ça sert. Et alors le type de choses que j'ai pu faire avec mes collaborateurs, pour le coup, c'est développer une théorie qui permet de décrire un peu ces objets et les classer pour des modèles de fluides en couche mince. Et je décris ça pour le coup dans mon habilitation. Et c'est issu de travaux que j'ai pu réaliser avec des collègues américains et toulousains. Donc vous voyez, on peut le voir avec de l'eau aussi le long d'une rue. Ok, une dernière chose que je vais raconter. Donc jusqu'ici, c'était 2 choses liées plutôt à l'aspect analyse de modèle. On donne un modèle et puis que dit le modèle? Là, ce que je voudrais raconter, c'est plutôt à la fois l'aspect modélisation et l'aspect schéma numérique. Et donc là, les questions que je vais raconter sont liées à des questions de plasma fortement magnétisé. Et ça, pour le coup, une des motivations est liée à la fusion nucléaire, mais ça, je ne vais pas en parler. Okay, donc qu'est-ce qui se passe quand on a un plasma avec un champ magnétique fort? Ce qui va se passer pour les particules, c'est qu'elles vont tourner très très vite, mais avec un rayon assez petit. Alors, je vous montre d'abord un cas où le rayon n'est pas trop petit pour voir ce qui se passe. Et il se trouve que c'est un des cas où, pour les schémas numériques, ça ne se passe pas bien, parce que vous êtes en train d'approcher une vitesse moyenne qui change tout le temps par un truc que vous obtenez comme si vous alliez tout droit. Donc ça ne marche pas, il faut être plus malin que ça, mais on y arrive quand même. Donc ce que vous voyez en violet, c'est la vraie trajectoire de la particule, et en noir, c'est ce que fait notre schéma. Et donc il reste globalement pas trop loin, mais il ne peut pas décrire les oscillations parce qu'elles sont trop rapides. Donc ça a l'air d'être assez mauvais de ce côté-là, mais il faut penser que quand ça tourne plus vite, le rayon est plus petit, et donc ça ressemble plutôt à ça, ce qu'on veut faire. Donc on ne voit pas les oscillations très vite, très rapides, parce qu'elles sont toutes petites, mais on arrive quand même à ne pas partir complètement dans le décor. Et donc ça, c'est l'aspect schéma, et de la même manière, on a un modèle complet qui décrit tout, y compris les petites oscillations toutes petites. On peut écrire des modèles réduits qui décrivent ce qui se passe uniquement pour la partie qui est un peu lente, et qui est la partie moyenne, et qui est celle qui nous intéresse vraiment. Bon. Et ça, c'est des choses que j'ai obtenues plutôt récemment avec un collaborateur toulousain et qui est aussi à l'Institut universitaire de France. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.